Christophe Bordet. Je vous ai compris. Au revoir. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Mais je m'en fous du gouvernement. C'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Je vous demande de vous arrêter. Comme chaque lundi, il revient. Les vraies voix politiques. Ils sont venus, ils sont tous là. Elles font pchit. Absolument, ça va faire pchit. Ou pas. Remontés comme des coucous à 6 jours des municipales, Nicolas Corato, président du comité de réflexion politique Place de la République, Guillaume Bigot, politologue, cofondateur des Orwelliens, Vive la République. Pablo Pio-Vivien, responsable éditorial de la revue Regard, Philippe Binger, magistrat honoraire, à la tête de l'Institut de la Parole. Là, j'ai droit à une présentation complète. L'Institut de la Parole. Oui. L'Institut de la Parole. Allez donc faire un tour, vous verrez, vous apprendrez à parler. Mais vous n'en avez Enfin, pas vous n'avez pas besoin, tous les vous, deux. hein, Et oui. Toi, je ne sais pas. Pablo, Tu verras, non. tu verras. Tu verras, on recommencera, tu verras. Ah là 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 là. Bon, chers amis, je croyais que vous seriez au meeting de Rachida Dati, mais je vois que visiblement personne n'y est allé. Pourtant, honnêtement, il y a Nicolas Sarkozy en guest. Ça valait la peine de y aller. Ah oui, vous aviez envie d'y aller, vous ? Oui, j'avais envie d'y aller. Et finalement, vous êtes bloqué ici. J'aurais été peut-être la 999e personne. Oui, parce que Montbille. c'est vrai qu'on s'est posé la question, comme les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. Il y a beaucoup de rassemblements de 999 Voilà. personnes. Alors on s'est dit, bon, Ça pullule. Rachida va annuler son meeting dans la capitale ce Beaucoup soir. sont annulés ce soir. Et elle va s'arrêter à 999. Voilà, ils vont compter un par un, comme ça, jusqu'au bout. 999, c'est quand même extraordinaire. Bon, enfin, en tout cas, voilà, donc, certains ont annulé leur meeting. C'est le cas de Anne Hidalgo, qui annule son meeting, par exemple. Et de Béliard. De Mathieu, il s'appelle. Non, comment il s'appelle son nom David Béliard, pour les écologistes, qui lui aussi annule ses meetings. Il est victime de sa notoriété, lui, manifestement. Oui. Non, rajoutez pas. Bah, il mérite d'être connu. Hein. Non, rajoutez pas. Mérite d'être connu par qui? Bah, par tous, par tous les, au moins tous les Parisiens. Par tous ceux qui ne voteront pas pour lui. Non, ou qui potentiellement pourraient voter pour lui. Je suis pas sûr qu'à Marseille ou à Toulouse ils le connaissent, David Enfin, Béliard. à Paris, c'est pas sûr non plus. Même Rachida Dati, c'est pas sûr. Même Anne Hidalgo, c'est pas sûr. Quand même. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Ah, il y a des Français qui, oui, mais- c'est pas évident. Bon, chers amis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy a quand même appelé Macron pour le prévenir de sa présence au meeting de Rachida Dati ce soir. Maintenant, c'est tout juste s'il ne demande pas la permission à Macron à chaque fois qu'il va quelque part. C'est quand même incroyable cette relation, je trouve, non? Vous trouvez pas ça bizarre, vous, les uns les autres? Il y avait le meilleur, Guillaume Bigot. il y avait le meilleur d'entre nous. Vous savez, c'est ce que disait Chirac de Juppé. Et il y a moi en mieux. C'est Macron pour Vous pensez que Sarkozy il se dit Pour c'est Macron, c'est moi en mieux? Oui, parce qu'en fait, il est chiracien jusqu'au bout. Et en fait, Macron, c'est Juppé avec des cheveux. Ouais. Ah, Macron, Ah oui, c'est Juppé avec des cheveux. J'aime bien c'est l'idée. le même, c'est le même. Hein. Ouais. C'est la même bonhomie, c'est le côté proche du peuple. Bonhomie. C'est Ben, Juppé, ah la bah si, c'est un bonhomie, côté, c'est quand même une sympathie irrésistible. Il a été animateur au Club Med, Juppé, dans une autre vie probablement. Oui. Ah bon, Ah bah probablement, oui. probablement, oui. Probablement. Non, mais je trouve. je trouve C'est un que, animateur de jeux télé. Non, il là, est très sympa, Juppé. Vous avez l'air de dire que... Qui a un mépris du peuple, oui, ça c'est sûr. Non. Et après une nullité crasse. Mais Oui, pour la aussi. relation Les entre deux, c'est pas Sarkozy et incompatible. Macron, je pense que le second manipule très subtilement, magnifiquement le premier. Il a compris à quel point il avait besoin de paraître être toujours dans le jeu. Il le flatte. Il lui demande des conseils et l'autre est ravi. Et Pas faux, ce que vient d'évoquer Christophe, c'est le comble. Voilà un homme qui est sollicité pour soutenir Rachida Dati ce soir et qui trouve le moyen, et paraît-il par correction républicaine, Ouais, non, mais c'est ça qui est prévenir dingue. Emmanuel Macron qui, il est gentil, ne s'est pas formalisé. Non mais ça, c'est hallucinant. On croit tomber quand même sur la tête là, hein, franchement. Comme non mais quoi c'est Macron ridicule. est très très Mais habile. c'est dans ridicule. Je suis en bas de la page, qu'est-ce que je fais? C'est ridicule. À C'est l'école, ce ridicule. qu'on faisait à l'école. Bon, chers amis, on va débattre dans un instant, figurez-vous, et oui, coronavirus, Macron à la manœuvre, visite d'hôpitaux, de maisons de retraite, conseil de défense à l'Élysée. Le président est-il à la hauteur? On vous attend pour en parler au 0826 300 300. À tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est de la poudre de perlimpin. Christophe Bordet. Les Vraies Voix politiques sur Sud Radio, c'est parti pour le tour de table de l'actualité. À quoi tu penses? La politique, c'est du show business. Je vous ai compris. Des actes, des actes, des actes. Qu'est-ce que je vais devenir?
Je suis ministre, je ne sais rien faire. Le tour de table. De l'actualité. Oh, commencer avec Nicolas Corato. Ah oui, Nicolas Corato, si vous marre dans la gueule. Moi, je voulais. J'ai pas encore eu le coronavirus, moi. C'est bien, mais Donc, je fais attention à mon âge. Oui, c'est vrai. Vous êtes à l'abri à Chamalières. Ah oui, d'accord. Je vous ai reconnu. C'était pas évident. C'était pas évident, vous avez vu. Mais au blind test, je suis pas mauvais. Ah ben Christophe est doué. donc. Il est très doué. Pas tant que vous, les amis. Non, je Surtout pour Chirac. voulais rendre un hommage pour une. Alors c'est en lien avec le sujet de ce soir, mais je voulais rendre hommage à Olivier Véran. Le ministre de la Santé. Le nouveau ministre de la Santé. En 3 semaines, vous avez vu ça comme il est entré dans ses habits. Complètement. Moi, ouais. je le trouve assez complètement à la hauteur de la tâche. C'est un ancien député PS, donc voilà, je porte pas nécessairement dans mon cœur ceux qui sont partis du Parti socialiste ou Parti d'En Marche, mais je trouve que il est complètement à la hauteur de la tâche. On pourra parler du fond. Hein, Alors, qu'est-ce que tu lui trouves? Eh bien, d'abord, moi, je l'ai vu dans un exercice très compliqué, et d'ailleurs dans une émission qui est à l'honneur du service public, qui était l'émission montée par Michel Simès sur France 2, sur le coronavirus en prime time, comme on dit, où je l'ai trouvé faire un exercice de ministre en période de crise et en termes de pédagogie, qui était donc sur le style, vous l'avez trouvé plutôt sur le style et même sur le fond. Enfin, je trouve. Alors, c'est entre guillemets facile parce qu'il est ministre d'un ministère et puis en même qui est celui de la santé et lui-même est médecin, neurologue. Donc, il joue un peu à domicile. Mais je l'ai trouvé très à la hauteur. On peut être médecin, ministre de la santé ou pharmacienne. On en a vu d'autres. Vraiment mauvais. On en a vu d'autres. Malgré Simès, l'émission était supportable. Non mais j'ai été étonné. Non mais Philippe, j'ai été étonné parce que c'est pas non plus. D'abord, je ne regarde pas beaucoup les émissions de Michel Simès. Je suis d'accord. Mais d'abord, j'ai trouvé cette émission de très bonne qualité. En termes de pédagogie, je trouve que ça faisait vraiment honneur au service public et c'était ce qu'on attendait du service public par rapport à, je le dis, certaines chaînes d'infos en continu qui ont du mal. On n'a pas besoin de les citer. Hein. Non, mais enfin, je veux dire qu'ils font parler des gens qui ne connaissent rien de ce sujet-là. Il y avait un plateau très intéressant. Vous trouviez que le ministre savait de quoi il parlait. Et honnêtement, c'est pas un exercice facile, même quand on connaît techniquement le sujet, d'avoir un niveau de parole politique. Alors qu'on est aussi un très bon technicien, parfois ça entraîne dans des impasses. Moi, je l'ai trouvé à la hauteur. Je trouve la manière qu'il a de gérer la crise, en termes de forme, encore une fois, complètement à la hauteur. Et je me dis que pour quelqu'un qui arrive dans un ministère avec cette crise du coronavirus, il faut quand même avoir les épaules assez solides. Et voilà, c'est quelqu'un qui a 38, 39 ans. Je trouve que on a suffisamment dit que dans ce gouvernement, il y avait des ministres qui n'avaient pas les épaules des portefeuilles qu'ils portaient. Moi, pour l'instant, je trouve qu'Olivier Véran a les épaules qu'il faut. Pablo, d'accord ou pas? Non, moi, je voudrais juste rappeler que Olivier Véran, c'est quand même le député qui avait, je crois, en juin dernier, proposé un amendement pour supprimer le terme de sécurité sociale. C'est vrai, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. On est d'accord, Pablo, sur le fond. Voilà, mais c'est pas le fond que je. Non, mais oui, non, mais après sur le coronavirus. Oui, non, mais sur le coronavirus, il a fait sa première intervention le lendemain de son intronisation. Il est allé sur France Inter, il a fait une très bonne interview, il parle très bien. Bon, parfois, il dit un peu des conneries. Il avait dit que la Chine, c'était vraiment un modèle à suivre en matière de coronavirus. Oui, non, c'est sûr que il avait dit, il a de la répartie, il a de la répartie. Le système sanitaire chinois était exceptionnel. Si on appliquait un régime autoritaire comme celui de la Chine, effectivement, on aurait d'autres méthodes de prise en charge. On pourrait faire plus de choses sans les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il le prouve aujourd'hui, parce qu'effectivement, on n'a pas du tout les mêmes méthodes de prise en charge, et il y a peut-être une explication politique derrière tout ça. Mais je rejoins un peu Nicolas, parce que moi, je n'y connais rien quand je l'entends, mais lorsque son intervention, une autre, avait suivi celle du Premier ministre annonçant les mesures, je l'avais trouvé clair, et surtout par rapport au portrait qu'on avait fait de lui lorsqu'il a été nommé. En gros, on le dessinait comme un ambitieux frénétique qui avait pas beaucoup de connaissances. Et donc, il me semble qu'il soit ambitieux, c'est une réalité, je pense. Non, mais je veux dire, il n'est pas que ça. Il surprend, moi, pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose dans cette matière, agréablement. Moi, je le regardais hier soir, par exemple, quand il est intervenu pour annoncer à l'issue du Conseil de défense les nouvelles mesures et notamment le fait que les rassemblements de plus de 1000 personnes étaient interdits, etc. C'est vrai qu'il parle très bien, on comprend tout, etc. Après, moi, je trouve qu'il a un côté un peu lisse, mais je sais pas. Mais il faut peut-être l'être. Oui, là,
quand il s'agit de ce genre d'informations. On a déjà assez de sulfureux avec le coronavirus, c'est pas la peine qu'il en Allez, rajoute. Pablo, qu'est-ce qui vous marque, vous, dans l'actu? Alors moi je voulais vous faire part d'une interrogation que j'ai eue ce week-end à la suite d'une manifestation d'hier, celle contre la GPA et la PMA. Donc c'était pas la manif féministe classique, c'était celle contre. C'était devant l'Assemblée nationale. Vous aviez une centaine de femmes avec des caddies et des poussettes, non? Ou des caddies? Non, c'était des caddies. C'était des caddies parce que c'est pour parler de la marchandisation du corps, et de la marchandisation des enfants avec la PMA, enfin la probable ouverture de la PMA et de la GPA dans le projet de loi bioéthique. Donc elle demandait le retrait de la loi bioéthique. C'était lancé par la Manif pour tous. Et donc elles étaient devant le décor, c'était l'Assemblée nationale. Elles avaient des fumigènes partout, etc. L'image était quand même très très forte. Elles avaient des slogans qui étaient particulièrement agressifs envers notamment l'État, où elles remettaient en question. Elle disait État commerçant, l'État vend le corps des femmes ou je sais pas quoi. Donc elle disait des choses comme ça. Et j'ai vu sur ces mêmes images l'attitude des forces de l'ordre qui était très très éloignée, très en retrait, etc. Et ça contrastait énormément. Et elles étaient quand même devant l'Assemblée nationale, à un endroit où je sais même pas si elles étaient sur le pont en fait, qui va vers la Concorde, à un endroit où je sais même pas si on a le droit de manifester. Et ça contraste énormément avec les images de la veille en fait du 7 mars où vous avez des la manifestation des femmes, exactement, samedi. qui ont fini parce qu'elles sont restées un peu trop longtemps à l'endroit où elles avaient prévu de manifester, où elles ont fini tirées par les cheveux, les CRS on en tirées a par les parlé tout à cheveux, l'heure, etc. Donc il y a ça, et puis il y a une autre chose aussi qui m'a étonné, c'était il y a 10 jours, c'était place Clémenceau dans le 8e arrondissement, pas très loin de l'Élysée. La Manif pour tous avait organisé aussi une manifestation contre la PMA et la GPA. Et alors dans un premier temps, la préfecture de police avait dit non, vous pouvez pas manifester aussi proche de l'Élysée, il y a pas le droit, etc. Et par voie donc là, grâce à ils ont fait jouer des trucs de liberté, etc. Et donc le juge, un quart d'heure avant la manifestation, donc il y avait déjà les gens qui étaient déjà sur place, a autorisé les manifestants de la Manif pour tous à manifester place Clémenceau. Donc ils étaient 250. Mais voilà, tout ça parce que la manif des femmes samedi était pas autorisée au départ. Alors, elle n'était pas autorisée au départ, ils ont fini par l'autoriser. Après, il y a eu un problème il y avait un problème de parcours qui était pas le bon, etc. Non, mais en tous les cas, moi, ce qui m'interroge, c'est l'attitude des forces de l'ordre, en fait, vis-à-vis de manifestants qui sont différents. D'un côté, la Manif pour toutes, de l'autre côté, on va dire le mouvement social, les gilets jaunes, etc. Pourquoi n'ont-ils pas éborgné de la catholique? Non, non, mais question. En fait, moi, j'ai pas à me positionner par rapport à ça, mais en tout cas, tu as deux poids, deux mesures. Non, mais d'un point de vue, de commentateurs, d'observateurs et parfois d'acteurs, ça me pose des questions. Et le deux poids deux mesures est assez problématique quand j'imagine que notre État devrait être neutre vis-à-vis de la nature des manifestations. Pablo, si vous le permettez, je ferai une métaphore sportive. On connaît l'arbitre qui, par exemple, octroie un pénalty totalement injuste. Et dans la seconde mi-temps, il a tendance à favoriser l'équipe qui l'a défavorisé. Eh bien, j'ai l'impression que ce qui vous choque, c'est précisément le rattrapage de la Manif pour tous lorsqu'elle avait été odieusement traitée par la police avant la loi. Oui, non mais vous avez raison. Il y a eu ce moment-là, effectivement, on peut le dire. Et c'est Macron vrai. avait eu le courage de le dénoncer d'ailleurs. Cela étant, c'est vrai que les violences policières depuis maintenant des mois reviennent sur le tapis en permanence. Alors, est-ce que la question est toujours la même? On dénonce des violences policières, il y a sûrement des policiers qui agissent mal. C'est clair et net. Des violences illégitimes, il y en a, évidemment. À côté de ça, il y a aussi des gens qui provoquent. C'est une réalité aussi. Donc c'est un peu comme l'a fait la poule au bout d'un moment. Je sais pas. Macron est tissé de contradictions. C'est l'homme du en même temps. C'est l'homme qui va ripailler avec son ami De Villiers. C'est l'homme qui va se recueillir dans la crypte de Saint-Denis sur le tombeau des rois de France et qui en même temps la fête de la musique avec les drag queens, quoi. En résille. C'est vrai. Voilà. Moi, je voudrais dire un mot sur le fond. Une contradiction près. Parce que on peut opposer la forme des manifestations. Moi, il y a quand même une chose, en t'écoutant, Pablo, et pardon de le dire, mais je trouve assez étrange que le mouvement féministe ne se saisisse pas plus du problème de la GPA. Et que être féministe aujourd'hui, pour moi, c'est pas complètement incompatible avec une dénonciation de ce qu'est la GPA
et de ce qu'elle veut dire de la commercialisation et de la marchandisation du corps des femmes. Et je pense qu'il manque des voix de droite comme de gauche dans le milieu féministe contre la GPA. Vous êtes contre la GPA, vous? Ah mais moi je suis complètement contre la GPA. Oui, complètement. Ah bah, non, mais il y a quand même beaucoup d'expériences réussies en la matière. Non, mais aussi, c'est un débat absolument. C'est un vrai débat. C'est un débat interdit, mais c'est un débat. Et au-delà de ce débat interdit, parce que si on gratte derrière ce libertarisme total, il y a du libéralisme, bien sûr. Jouir sans entrave et faire du business sans entrave, c'est le même trip en réalité. Si je puis me permettre. Voilà. Attends, non, je termine juste. Il y a une jeune normalienne dont j'ai plus le nom, mais qui a fait un livre très intéressant. Et qui a une posture féministe sans être du tout dans la manif pour tous. Elle ne se réclame pas du tout du catholicisme d'ailleurs. Mais elle pose cette contradiction. Elle dit quand même, c'est assez étrange, voilà que ce système économique adule les femmes si elles gardent les enfants des autres en étant rémunérées en tant, par exemple, que professionnelles dans une crèche ou assistante maternelle. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais si elles décident de le faire gratuitement chez elles avec leurs enfants, elles sont ensevelies sous les insultes parce que c'est des boniches qui vont faire la cuisine et qui sont sous l'autorité des hommes. Donc en fait, elles considèrent que c'est curieux. Or, si on gratte derrière ce problème central, parce qu'il y a les violences faites aux femmes, c'est à mon avis autre chose, mais il y a la question de l'inégalité salariale. Si on gratte là aussi, et qu'on trouve la substantifique moelle, comme dit l'autre, on se rend compte qu'une grosse partie de cette inégalité salariale résulte du fait que les femmes décident à un moment de leur carrière de faire des enfants plutôt que de faire carrière. Ce qui met un cran d'arrêt à leur promotion sociale, non, mais ça, on l'a tous vécu dans les entreprises. On l'a tous vécu. Mais c'est un débat interdit, il ne faut pas le dire. Ouais. Or, qui sommes-nous? Moi, je suis chef d'entreprise. Qui suis-je pour dire à une femme, non, ta vie n'est pas de faire des enfants, ta vie est de rester au travail et d'assurer et d'assumer la promotion que je t'ai donnée. C'est pas possible, c'est un choix absolument intime et c'est de respecter l'intégrité des femmes. Ça ne justifie pas qu'il y ait des différences de salaire, mais ça justifie probablement que les femmes aient moins envie de s'investir, j'ai connu par exemple, ça dans certaines la vie entreprises de la cité ou dans la vie professionnelle. Et c'était dramatique parce que lorsque les femmes revenaient, et ça c'est interdit de le dire. Lorsque les femmes revenaient dans les entreprises en question, c'était très compliqué pour elles. Évidemment. Elles avaient perdu le poste qu'elles avaient au départ parce qu'elles avaient été remplacées. On savait plus trop quoi leur donner. Il fallait se refaire une place au soleil. C'était extrêmement compliqué. Et l'annonce, c'est tout. On leur présente ses condoléances au lieu de dire. C'est vrai. C'est une formidable nouvelle. Guillaume. Nicolas, t'as tout de même Sylviane Agavinsky qui a écrit des choses. Et Guillaume, je me demande si le livre dont vous parlez n'est pas un peu dans la continuation de ce qu'a si bien dit le Michéa. Ah ouais, complètement. C'est-à-dire qui est-ce et qu'est-ce qu'il a dit? Jean-Claude Michéa, qui a démontré à quel point il y a une forme de libéralisme qui est extrêmement dangereux. Guillaume, qui tient la main du libertarisme. Voilà. Il nous reste 1 minute 30, je suis désolé. Qu'est-ce qui vous marque, vous, dans l'actualité? Sinon ce qui me semble, c'est plus de l'actualité, c'est de l'histoire. Dans nos manuels d'histoire demain, il sera question, après les grandes crises pétrolières des années 70, de la crise du coronavirus de 2020. Ah ben c'est clair. Qui va faire paraître, à mon avis, la crise de 2008 et peut-être même la crise de 29 comme un léger ralentissement conjoncturel, c'est évident. Vous vous rendez pas bien compte, à mon avis, ce qui est en train de se jouer. D'abord, l'arrêt complet de la production en Chine. La Chine, c'est 15% du PIB mondial. Vous avez vu les photos de la NASA avant, après. Oui. Enfin, ce pays s'est mis plus à l'arrêt. Pollution, oui. Deuxièmement, et ça c'est la courroie de transmission, alors il y a déjà eu des effets sur l'économie réelle à travers le tourisme, par exemple, dans l'économie française, mais il y a eu bien d'autres effets. Mais là, il y a cet effet de baisse du prix du brut, et donc on avait vu miraculeusement d'ailleurs la Russie et l'Arabie Saoudite s'accorder pour refaire un cartel comme l'OPEP. D'ailleurs, on revient sur les crises pétrolières des années 70. La Russie, là, elle a décidé de continuer à produire du pétrole à fond les ballons. Précisément, au lieu de se mettre d'accord et d'éviter la chute libre du prix, ils sont partis dans une concurrence, l'Arabie Saoudite et la Russie. La Russie, oui. Autrement dit, il y a maintenant un effondrement complet du prix du pétrole. Oui. Cet effondrement du prix du pétrole a comme effet, non pas seulement de rendre non rentable le pétrole de schiste, c'est de détruire intégralement toute l'économie autour du pétrole de schiste. Et là, je peux vous dire que pas que ça pèse pas du tout du même poids que les subprimes. Le pétrole de schiste, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que toutes les politiques qui sont menées depuis maintenant des années pour dire qu'il faut arrêter l'énergie fossile, qu'il faut aller vers d'autres économies, etc., à l'évidence, ça va détruire des investissements en grande quantité. La vérité, c'est que si vous avez demain un litre d'essence à 1 euro,
terminé, on n'en parle plus. Tout ça, c'est terminé. Et donc là, c'est le retour de l'essence, du diesel et du reste. Les marchés se raccrochaient à la fable de la correction, parce que qu'on dit dans le vocabulaire des financiers, quand on a une baisse qui ne dépasse pas 10%, on est dans une correction des marchés. Il y a eu trop de hausse et donc on corrige. Ouais. Mais là, on parle bel et bien d'un krach. Aujourd'hui, on est le 9 mars 2020, il y a le début d'un krach mondial. Ah ben la bourse de Paris a perdu presque 9% aujourd'hui. Donc, si vous voulez, et c'est la deuxième baisse la plus importante de son histoire. Véran, il y ressemble totalement au casting de La République En Marche. C'est-à-dire, c'est un gars... Moi, j'avais un professeur qui mettait de manière cruelle, ne fait rien, mais le fait bien. Tous les gens de La République En Marche, ils ne disent rien, mais ils le disent très bien. Donc, ils prennent des gens qui sont un beau petit brushing, un beau petit costume bleu, ils passent le petit casting de la télé-réalité. Tu parles de toi, là, le brushing et le costume. Non, je sais pas, je suis pas en costard, là, je suis en jean. Ah bon, d'accord. Non, j'ai pas remarqué. Je ne serai jamais casté par La République En Marche. Non, mais le brushing, c'est bien. Moi, vivant, je ne serai jamais casté par La République En Marche. Eh bien, c'est dit. Allez, hop, c'est parti, en avant. Ah non, mais on dit les choses ici, hein. Coronavirus, Macron à la manœuvre, visite d'hôpitaux, de maisons de retraite, conseil de défense. Le président est-il à la hauteur avec son costume et son brushing, lui aussi? On vous attend. Les vraies voix sur Sud Radio avec Nicolas Corato, avec Pablo Pio-Vivien, avec Philippe Bilger, Guillaume Bigot et notre débat coronavirus, Macron à la manœuvre, visite d'hôpitaux, de maisons de retraite, conseil de défense, appel à la mobilisation des Européens cet après-midi. Le président est-il à la hauteur? On vous attend bien sûr, si vous le souhaitez, au 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Nicolas Corato, désormais la barre des 1000 malades est dépassée en France, hein, on le sait. Hier, le président a tenu un conseil de défense sur ce fameux coronavirus. La semaine dernière, il a annulé tous ses déplacements. C'est souvent dans les moments difficiles finalement que naissent les grands hommes qui marquent l'histoire. C'est un grand homme en ce moment, Macron, ou pas, à votre avis? Je ne répondrai pas à cette question. Ah bah dites donc, vous allez répondre, oui, parlons vrai, on a dit. Pas ce soir, parce que à mon avis, c'est pas le sujet. Est-ce qu'il est à la hauteur? Non, c'est le sujet. Moi, je voudrais savoir si, oui ou non, Macron est un grand homme sur ce sujet-là aujourd'hui. Non, mais je pense. Non, mais répondez aux questions qu'on vous pose. Ça n'est pas le coronavirus qui va révéler la stature d'homme d'État. Je suis pas d'accord avec vous. Non, mais moi, je suis d'accord avec moi. Je suis pas d'accord avec vous du tout. Je suis désolé. Je suis d'accord avec moi. C'est comme une guerre, ce qui se passe avec le coronavirus. Mais arrêtez d'employer des mots qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous allez dans son sens. Moi, la seule chose que je reproche à Emmanuel Macron, parce que très franchement, je ne suis pas un spécialiste des infections et des épidémies, ni des pandémies. Donc j'ai bien du mal à vous dire ce que je pense de l'action du président de la République. Vous êtes infecté intellectuellement, qui m'a l'air bien plus entouré, bien plus conseillé que nous ici, pour se faire une idée de la suite. Et moi, j'ai envie de dire que dans ces cas-là, avec Marlène Schiappa, oui, dans ces cas-là, on se la boucle et on agit. La question, c'est pas de savoir s'il est à la hauteur de la situation, c'est de savoir si nous, on est à la hauteur de la situation. Est-ce que nous, on s'est rué dans les supermarchés pour acheter des pâtes? Oui ou non? Est-ce que nous, on s'est rué dans les pharmacies pour acheter des litres et des litres de mais vous répondez pas à la question, je suis désolé, je donne la parole à Guillaume Bigot. Non, je vais répondre à votre question. Serons-nous à la hauteur de ce géant d'histoire? Arrêtez. C'est ça la question qui se pose. Non, mais Guillaume, cette angoisse mettra après Charles de Gaulle, après Churchill, après Clémenceau, après Danton, serons-nous à la hauteur du marcheur? C'est ça la question qui se pose. Pardon, quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, il y a un moment où il faut faire confiance en l'État. Et dans ces moments qui sont critiques, la responsabilité, elle est collective. L'État, c'est moi. Non, mais la responsabilité, elle est collective. Il y a des moments où il faut faire confiance en l'État. S'il y a des moments comme ça qui sont si critiques, on ne fait plus confiance à l'État, c'est que tout est déjà perdu. Castaner, et c'est pas une question de stature d'homme d'État. Schiappa, ça moi, la seule chose qui me fera dire qu'Emmanuel Macron était à la hauteur de la crise, c'est si effectivement il a confiance, il a conscience, de ce défaut de confiance qu'on lui crédite, et s'il fait en sorte de rattraper. Parce que c'est le moment ou jamais, pour Emmanuel Macron, si la crise est à la hauteur de celle que vous décrivez, de dire qu'un certain nombre de projets qu'il porte sont gelés, le temps que la confiance dans ce pays revienne et que ce pays se remette au travail. Mais tiens, alors une question. Je serais Emmanuel Macron, je dirais la réforme des retraites, il faut geler ça. Tout ce qui divise les Français, je fais une pause, je fais un moratoire, le temps de passer cette crise. Non, parce qu'on nous parle beaucoup d'union nationale en ce moment. Mais c'est ça l'union nationale. C'est un moment de faire un consensus. Donc là, je veux bien répondre à votre question.
Donc là, pour l'instant, à partir du moment où il n'y a pas de gel de certains projets comme la réforme des retraites, vous dites qu'il n'y a pas d'union nationale. Non, je dis que la difficulté pour Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'on lui fasse confiance. Et que moi, j'ai envie de faire confiance à Emmanuel Macron. Est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'aujourd'hui on a le choix? On a le choix. On n'a pas élu un Big Jim qui fait la séquence dans les EHPAD, la séquence Conseil de défense. Les Italiens ont tout de suite mis 17 milliards alors tu fais quoi dans les hôpitaux. On a dépensé combien? Le gars il a fermé 900 lits. Allô la terre? De quoi on parle là? L'hôpital public est à l'os. Mais Guillaume, 7 milliards, je corrige. 7 milliards, pas 17 milliards. Ils ont mis 7 milliards sur la table immédiatement. Mais qui, les Italiens? Mais ils partent toujours les Italiens. Après ils ont réagi avec retard quand même. Plus de la moitié des lits d'hôpitaux en France sont publics. D'abord, je ne t'apprends rien, je pense que tu dois le savoir. Or, on a fermé des lits, ils ne peuvent plus recruter, on est à l'os. Mais Guillaume, or, si vraiment on a une épidémie... Pas facile, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Pinger, il est coincé, là. Mais pas du tout. Mais Guillaume, ne mettez pas tout sur le même plan. Je veux dire, on peut discuter, en effet, l'absence de politique à l'égard de l'hôpital public qui était patente avant même le coronavirus, mais la question qui nous est posée, c'est de savoir s'il est à la hauteur. Et je rejoins assez Nicolas pour une raison simple, c'est qu'il a tout de même une malchance présidentielle considérable. Il est obligé de se confronter à des situations au sujet desquelles la réponse ne peut jamais être univoque. Je prends par exemple le report des élections municipales. Il l'a réglé puisqu'apparemment... on va aller voter dimanche. On va aller voter. Avec du gel et des masques. Il y avait une alternative. Mais quoi qu'il décide, il aurait été traîné dans la boue. Non, c'est pas vrai. S'il avait mis énormément de moyens pour l'hôpital public et qu'il les avait débloqués, il y a eu une émeute. Et il a débloqué pour le coup... Tu ne peux pas mettre des moyens aujourd'hui pour une efficience. Demain, ça n'existe pas, ça, Guillaume. Mais tu plaisantes ou pas? Et pour le coronavirus, je trouve que pour l'instant, même si je ne suis pas légitime, je n'y connais rien, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Et quand je vous entendais... Mais qu'est-ce qu'il a fait contre le coronavirus? Vous moquez de lui, Guillaume, je pensais à Jean Genet qui disait « Je ne me moque jamais, j'ai trop à faire d'aimer ou de haïr ». Eh bien, Macron, je le prends trop au sérieux pour me contenter de me moquer de lui. Mais juste pour abonder dans le sens de Guillaume, parce que moi je suis assez d'accord avec toi, Guillaume. Moi je suis désolé, mais pour l'instant, sur le coronavirus, il a pris quoi comme mesure politique? Il a été pas un mauvais gestionnaire. Enfin, on suppose qu'il n'a pas été un mauvais gestionnaire, que lorsque tel directeur de la santé, tel épidémiologiste... Non mais c'est vrai que par exemple, on s'est dit, sur le coronavirus, on s'est dit, il aurait peut-être dû prendre des décisions plus rapides sur la fermeture de frontières, etc. Mais même la fermeture de frontières, on imagine que c'est pas lui, il n'est pas médecin, Macron, hein. On imagine que ce sont des médecins, mais il a des conseillers quand même, exactement, et que lui, il doit trancher. Mais la question politique, c'est Guillaume qui la pose, c'est la question des lits, la question de notre hôpital public, et ça, ça fait 2 ans et demi qu'il la foire, en fait. Ça fait 2 ans et demi qu'il foire le tableau. Et Pablo, si il y a un drame national autour du coronavirus, oui, sa responsabilité sera engagée. Parce qu'effectivement, on lui rappellera que depuis 2 ans, il a surtout enlevé des recettes à la sécurité sociale et que offrir du pouvoir d'achat avec des cotisations sociales, à un moment, ça veut dire qu'on offre du pouvoir d'achat avec des lits d'hôpitaux en moins. Ça, c'est évident. Et on fera ce bilan-là. Dans la situation dans laquelle on est actuellement, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse comme geste politique? À part, à mon avis, cette idée de la confiance retrouvée qui est de dire que tout ce qui divise le pays doit être gelé. On n'est plus à l'heure. Ça, il l'a pas dit encore. Mais non, mais justement, mais je pense que sa responsabilité politique, si on parle geste politique, elle devrait être là. Ça ne se décrète pas. Moi, ça me terrorise. Ça ne se décrète pas. Mais la réponse politique, il ne l'a pas donnée hier. Je suis totalement de votre avis. Mais le coronavirus, ça n'appelle pas, en effet, une réponse politique. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, jusqu'à présent, les pays qui ont été frappés. Alors, en Iran, on ne sait pas très bien ce qui se passe. En Chine, on peut émettre des doutes quant à la fiabilité des informations. Le régime profite aussi de la situation pour serrer la vis en Chine. Il y a 2 grands pays dans lesquels heureusement, il y a une transparence quand même de l'information. C'est la Corée du Sud et l'Italie. Ce sont 2 grands pays, 2 pays industrialisés. Dire ça. Tu Ah, peux pas dire que la Corée du Sud est une grande démocratie complètement transparente. Ah bon? Enfin, pardon, mais vous le connaissez. Enfin,
T'as suivi les derniers grands scandales politiques en Corée du Sud. Et on peut pas dire que l'Italie de Monsieur Conte est d'une transparence absolue. Non, Enfin, mais on va dire que ça ressemble aux démocraties que l'on connaît, comme la démocratie française. Comparé plus que la Chine, au Danemark ou à la Suisse, effectivement. Mais c'est pas la question. On faisait pas un concours de beauté en matière d'intégrité morale. C'est toi qui nous envoie dans un concours de beauté. Non, pas du tout. Je te dis que ce sont deux grands pays industriels qui sont comparables à la France par leur taille et par le sérieux des informations, pas ce qui se passe en Chine. Or, ces pays, passé la barre de 1000 personnes infectées, 900 000 personnes infectées, ont pris des mesures assez drastiques, même très drastiques. Ont injecté des milliards dans leur économie pour renforcer les dispositifs. Attends, ils ont acheté des machines pour oxygéner les patients. Ils ont pris des mesures sanitaires qui étaient vraiment drastiques. Ils ont débloqué des moyens pour ça et ils ont pris des mesures de quarantaine extrêmement fortes. Le gouvernement français jusqu'ici n'a absolument rien fait. Alors, ce que vous dites, vous dites le gouvernement, vous dites le gouvernement n'a rien fait. Il a quand même pris des décisions, le gouvernement français. In fine, peut-être qu'Emmanuel Macron a raison, peut-être que tout le monde est en train de surréagir à cette crise, que la Chine a surréagi, que la Corée a surréagi, que l'Italie a surréagi. Moi, je pense que pour l'instant, les informations dont on dispose, qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. Il y a vraiment une énorme prudence. Les médecins le disent eux-mêmes, c'est un phénomène nouveau, ils le connaissent pas, ils le maîtrisent pas. Ce qu'on peut savoir néanmoins, c'est quand même que, en proportion des gens affectés, il y a 5% des gens affectés et infectés, d'ailleurs, qui vont avoir besoin de soins intensifs. Si on considère que la proportion de la population sera comparable à celle de la Corée, par exemple, on sait d'avance que notre système de santé sera totalement saturé. Donc, je vous le donne en 1000. Cet homme qui semble maîtriser le verbe, le Jupiter, maître des horloges, etc. On n'en est plus là, Guillaume. Non. On n'en est plus là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être pris de court comme avec les Gilets jaunes. Et il va finir par débloquer les crédits parce qu'il n'y a pas tellement de solutions. Il peut être pris de court aussi, parce que si on parle du système de santé, parce que son obsession, c'est la comptabilité publique et nationale. Ça, on avait compris. Mais ce qu'on n'a pas encore vu, c'est effectivement qu'un certain nombre de personnels de santé tombent malades demain. Et qu'il y en ait moins, comme c'est le cas, c'est en train de se passer en Italie. Et ça pose beaucoup de problèmes. On est en train de choisir en disant est-ce que celui-là on le sauve et celui-là on le sauve pas. Voilà ce qui est en train de se passer. Peut-être. Mais Guillaume, au fond, on n'est pas si éloigné, mais simplement, j'admets volontiers que la France a choisi une stratégie contre le fléau qui peut être empirique, pragmatique, de limiter. Elle fait peut-être totalement une erreur. Hein. Et par exemple, j'étais persuadé qu'elle passerait à la phase 3. Mais de l'autre côté, c'est une méthode plus brutale. On va poursuivre le débat dans un instant dans les vraies voix politiques sur Sud Radio. Coronavirus, Macron à la manœuvre, visite d'hôpitaux, de maisons de retraite, conseil de défense. Le président est-il à la hauteur? Si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous appeler 0826 300. Et le lundi, c'est politique. Christophe Bordet. La suite de notre débat dans les vraies voix politiques avec le coronavirus, Macron à la manœuvre, visite d'hôpitaux, de maisons de retraite, conseil de défense, le président est-il à la hauteur? 0826 300 300. On continue ce débat et moi je voulais vous poser une question assez simple. Quelles conséquences politiques la gestion de ce coronavirus par Macron peut avoir évidemment, et je pense évidemment aux municipales. C'est-à-dire il y a les municipales qui arrivent, quelles conséquences tout ça peut avoir sur les municipales? Est-ce que ça peut, le cas échéant, si Macron est plutôt apprécié comme Corato l'apprécie par exemple, ça peut aider la République en marche? C'est la présence de Philippe ce soir qui me décontenance complètement. Ah bon, mais il va revenir plus souvent. Je développe des thèses complètement macroniennes, mais ça arrive. Non mais est-ce que ça peut aider le président ou ça peut le desservir? Ça Moi, va dépendre. Je suis un macronien intermittent. Ça va dépendre un petit peu, évidemment, de la manière dont les choses se déroulent. Non, et moi, je pense surtout que le principal effet du coronavirus politiquement sur les élections municipales, c'est de laisser ces élections là où elles sont, c'est-à-dire dans le flou le plus total. On ne va pas parler des résultats de ces élections municipales. Moi, je pense que l'attention de l'opinion publique, elle est retenue, et on peut le comprendre, par la crise sanitaire du coronavirus. Dans quelques jours, au soir du second tour municipal, il y aura des émissions spéciales municipales, mais croyez-moi, on parlera je pense plus que du l'opinion coronavirus. publique, quels que soient les résultats bons ou mauvais pour le gouvernement, sera déjà
dans autre chose et qu'on votera en ayant autre chose en tête que l'acte citoyen que nous faisons pour ceux qui votent. Donc je pense véritablement que les élections municipales sont devenues une non-information depuis que la France est rentrée dans cette crise sanitaire. Pablo, ça va passer un peu à la trappe, les municipales, avec cette histoire. Déjà, la campagne est d'ores et déjà passée à la trappe. Ça, c'est certain. On n'a parlé que du coronavirus. C'est vrai, on n'en parle pas. Exactement. Et bon, en plus, je sais pas si c'est à cause des candidats. Ouais, je sais pas si c'est à cause des candidats dans les différentes villes, tu vois, qui sont particulièrement nuls, ou si c'est le coronavirus. Mais en tout cas, on n'en a pas parlé. Après, peut-être qu'on n'en parlera pas samedi, peut-être qu'on n'en parlera pas, enfin dimanche, peut-être qu'on n'en parlera pas le dimanche d'après, mais peut-être que dans 6 mois, on se dira merde, en fait, là, maintenant, on a des maires qu'on a élus il y a 6 mois et là on en parlera à nouveau. Donc ce sera peut-être un effet un peu qui se coule, quoi, un peu. Non, parce que l'effet coronavirus, ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Ça peut être que ça favorise, par exemple, l'écologie, l'environnement, l'envie de bien respirer, il y a un truc que ça ne va pas favoriser, c'est que les personnes âgées. Les personnes les plus âgées n'iront pas voter. Tu veux dire l'électorat de Macron Exactement. Bah non, tu dis ça avec un grand sourire, Pablo. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'une partie le gouvernement a dit qu'il voulait simplifier les démarches pour voter par procuration. Oui, alors on va voir. Il faudra quand même aller au commissariat pour voter par à la mairie. On peut le faire par Internet. On peut demander par Internet. Ça va tout de même mettre les problèmes politiques, ceux dont on parlait, un peu sur le bord de la route. Mais en revanche, je ne suis pas persuadé que ça va apporter beaucoup à Macron, dans la mesure où, même s'il a une lutte efficace contre ce qui nous fait peur, on ne le créditera pas d'une sorte de compétence politique. On se dira, mais c'est normal, de la part d'un pouvoir, de faire ça. De la part d'un président. Et après, je suis sûr, Pablo, en effet, que ça reviendra sur le tapis. Surtout si les élections municipales sont un désastre, même avec beaucoup d'abstention. Mais d'ailleurs, on annonce tous un désastre, mais peut-être que les résultats ne seront pas si mauvais que ça pour le pouvoir en place. En même temps, pour l'instant, ils sont pas dans les communes. En tout cas, ils n'existent pas aujourd'hui. Symboliquement, dans certaines grandes villes, on peut. 30% d'abstention. Oui, alors il y a aussi cette abstention qui est annoncée, quand même, jusqu'à 28% de Français qui disent j'irai pas voter parce que le coronavirus. Ça aussi, ça peut modifier des choses. Oui, enfin, ce qui change, c'est ils nous disent parce que le coronavirus, mais on a des taux d'abstention même aux municipales, qui sont les élections préférées des Français, qui ont toujours été à ce niveau-là. C'est-à-dire que si demain il y a 65% de taux de participation aux élections municipales, ça reste un très bon taux de participation comparé à d'autres élections. Oui, mais s'il n'y avait pas eu le corona, je pense que les Français se seraient emparés de ces élections municipales parce qu'ils sont un peu gangrenés par une frustration démocratique. Oui, mais je rejoins Pablo, la campagne a été tellement mauvaise. Dans beaucoup de villes, et puis au national, enfin, on a eu une non-campagne qui ne tient pas d'ailleurs au coronavirus. Elle avait normalement commencé avant le coronavirus, avant la crise du coronavirus, et c'était déjà, ça volait pas très haut, quoi. C'était un peu ennuyeux. Au mois de décembre, c'était un peu ennuyeux. Au mois de janvier, c'était quand même pas extraordinaire. Non, mais si Madame Buzyn décroche la timbale, à Paris, oui, ce qui est pas complètement impossible, ce qui est peu probable, mais pas complètement impossible. Là, on célébrera la victoire de la République en marche et du président. Exactement, le Danube de la pensée, mais politique. Écoute, c'est... Non, c'est vrai, mais ça éclipsera la correction ou la raclée qui vont prendre par ailleurs. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec Nicolas, c'est plutôt l'effet diversion après les talents de cinéaste cachés de Benjamin Griveaux, c'est l'effet diversion du coronavirus. Mais l'effet le plus profond politique du coronavirus, c'est pas tout de suite. Si vraiment la réaction est pas vigoureuse et forte, et si on arrive à un scénario qu'on a vu dans d'autres pays, c'est-à-dire en Chine, en Corée, au rythme de me répéter, alors on aura tout de même, on aura une surmortalité un peu comme la crise de 2003, c'est-à-dire la crise de la canicule, une surmortalité de gens qui sont en fin de vie, qui ont des facteurs dits de comorbidité, etc. Ça c'est vrai, ça va déjà poser des tas de problèmes, mais on sait qu'on aura dans le lot aussi des gens qui étaient plutôt en bonne santé, qui avaient 30-40 ans. Il y en a déjà, qui n'auraient pas dû mourir. Il y en a déjà, en Italie, il y en a. Oui, mais si vous voulez, après c'est la faute à pas de chance, c'est une épidémie, c'est pas la faute du gouvernement. En revanche, si on peut démontrer que des gens sont morts alors qu'ils auraient pu être pris en charge par des services de réanimation et survivre, alors là, oui, le retour de manivelle va être violentissime. En tout cas, ce soir, on est donc à 25 morts officiellement et 1412 cas confirmés en France. Bref, ça continue de progresser, bien évidemment. Les voix qui s'élèvent contre le président de la République et le gouvernement sont toujours les mêmes, j'ai envie de dire. C'est Marine Le Pen, c'est Nicolas Dupont-Aignan, c'est un petit
peu la France insoumise, Pas mais beaucoup, pas plus beaucoup. que ça. Non, il y a- C'est les irresponsables, ça hein, prouve quoi, qui se- ça prouve quoi selon vous? Marine Le Pen est irresponsable Ah dans, oui, dans ce qu'elle Marine dit Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan on nous ont prouvé dans d'autres Dupont-Aignan, lui, circonstances. il a fait une vidéo avec un masque qu'il a mis à Voilà. l'envers. Non, Alors, mais c'est pour dire ils que nous ont prouvé ouais. dans d'autres circonstances qui ont toujours été des circonstances où on recherchait une forme d'union nationale, qu'effectivement ils étaient les numéros 1 pour faire entendre une voix complètement discordante et à mon avis complètement à côté de leur objectif, qui est de devenir une femme ou un homme d'État. C'est-à-dire que Oui. ça démontre bien. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on appelle tout de suite à la fermeture des frontières, qu'on mette tout le monde sous camisole. Je veux bien aller vivre avec Guillaume Bigot en quarantaine à Venise. Moi, Je voudrais voir ça. Je suis volontaire Je pour voudrais partir voir avec ça. Guillaume en quarantaine à Venise. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est pas comme ça qu'on gère ni ce genre de Je crise, préférerais partir avec Brune Poisson. ni un pays. Moi aussi. Voilà. Bon, Et- enfin, j'ai rien dit. Hein, mais... Et je trouve que Faudrait ça, lui demander son c'est avis, étonnant à quel point Bon, Marine allez, Le d'accord. Pen arrive. Je parle pas de Nicolas On aura Dupont-Aignan. déjà appris à lire et écrire, ça suffit. Pardon. C'est Oh. incroyable comme Marine Le Pen arrive tout le temps à se disqualifier elle-même, et y compris vis-à-vis de son propre Mais électorat. je ne suis pas sûr de ça, Nicolas. Elle se disqualifie peut-être, mais tu sais bien que la tradition française préfère quelqu'un qui s'indigne faussement Oui. plutôt qu'approuver justement. Et donc, il y a toujours dans ces indignations, aussi artificielles qu'elles soient, quelque chose qui peut remuer positivement l'esprit public. Ah, tu crois ça? Oui, je me dis que... Non, mais les c'est- Je gens- pense qu'il est trop tôt pour dire s'il s'indigne à tort ou à raison. non, mais de toute manière, une posture d'indignation est assez naturellement familière Mais avec la Il France. est Moi, je facto me pour souviens- dire que c'est une posture, Non, mais comme le dit moi, je- Philippe. C'est une posture politicienne qui passe pour ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, mais la C'est question, pas un avis on n'est pas dans le politique. monde magique de la REM, c'est-à-dire que tout n'est pas communication, tout n'est pas séquence, tout n'est pas élément de langage, c'est pas le monde des big gym de la REM, c'est la vraie vie, c'est le monde réel. Donc après, il y a des Allez, conséquences réelles. Dernière question, Pablo, une petite réponse à cette question. Le président essaie d'entraîner les Européens pour qu'ils fassent une politique commune sur le coronavirus. Bah là, on y croit. Ah bah là, on y Ah, mais croit. ce dur matin, comme fer. non, cet C'est après-midi, Pablo cet qui va après-midi, répondre. il a fait un Je suis d'accord tweet. avec Guillaume. Cet après-midi, il a fait un tweet et on sent quand même dans ce tweet du président la difficulté d'entraîner les Européens sur la même ligne par rapport au coronavirus. Mais quoi, Même là-dessus, on n'y arrive pas. Même là-dessus. Même là-dessus, on n'y arrive pas quand même. C'est d'abord là-dessus, on n'y arrive pas. Enfin, d'abord le tweet, je l'ai lu, c'est pas de la difficulté, c'est de la fébrilité. Il y arrive pas. Il y a pas. Là, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est-à-dire que chacun est en train de voir ses frontières. L'Allemagne est en train de fermer ses frontières au sud, est en train de voir Non, mais comment c'est vrai, elle c'est pourrait vrai. fermer ses frontières au Les Allemands sud. ont pris la même décision que nous aujourd'hui, c'est-à-dire plus question d'exporter des masques. Exactement. Donc, on est dans il y a une logique ultra nationaliste. Il est bien que c'est un génie. Comment? Non, Emmanuel Macron? Non, Pablo, il y a- c'est Pablo le génie. Voilà, c'est ça, c'est moi le génie. Je préfère, Et non, mais on est en train, voilà, chacun regarde son nombril en Europe, en train de se dire, mais comment je vais sauver mes ouailles? Parce que il y a en plus, il y a une espèce de concurrence, parce que comme il y a eu un foyer initial en Italie, on se dit tous, oulala, si jamais on a maille à partir avec l'Italie, on va se récupérer tous les cas italiens et ça va se reporter chez nous. Donc on est en train d'essayer de voir comment on pourrait, contenir la maladie en Italie, ce qui est absolument terrible d'un point de vue de solidarité européenne. On pourrait se dire, mais comment on va les aider? Non, la question c'est pas ça. La question comment se protéger des comment on va Italiens. se protéger d'eux, exactement. Ouais. Alors, c'est dramatique. Ouais. Mais c'est J'attends un petit mot très bref, c'est que je Guillaume. trouve que c'est un révélateur de l'idéologie. C'est-à-dire que la question des frontières et de l'existence des nations, c'est pas avant qu'on dise si les nations c'est bien ou c'est pas bien, ou les frontières c'est bien ou c'est pas bien. La question n'est pas de les qualifier moralement. C'est la question de savoir si c'est une réalité ou pas. Or, on voit bien quand même que les interactions humaines à l'intérieur d'un territoire national sont affectées d'un facteur 10 ou 20 par rapport aux interactions, même à l'intérieur de l'Union européenne, entre l'Italie et la France. Autrement dit, les gens circulent beaucoup plus entre le nord et le sud de l'Italie qu'entre le nord de l'Italie et la sûr. France et l'Autriche, etc. Ce qui prouve bien qu'il y a un facteur Non, c'est pas vrai, idéologique. Nicolas. C'est pas vrai, pardon. Ah bon. Pardon, mais C'est pas vrai, c'est d'accord. une Vous avez 30 secondes pour c'est une conclure. autoroute européenne, le nord de l'Italie. Enfin, tu nies complètement des siècles Non, non, d'histoire. pas du tout. Toute l'Europe est passée par le nord de Mais l'Italie. qui a dit le contraire? Ah bon, alors, Pas je moi. t'ai pas Je entendu. dis simplement que les interactions humaines, les échanges humains Il y a beaucoup plus sont d'échanges. infiniment plus importants à l'intérieur d'une nation Mais c'est pas qu'entre vrai. les nations à C'est pas l'intérieur vrai de pour l'Europe. l'exemple que tu donnes. Pardon, C'est il y a pas vrai. beaucoup plus d'échanges entre le nord de l'Italie et l'Europe qu'entre le nord de l'Italie et le sud de l'Italie. Allez, on aura Pour l'occasion l'instant, de en tout cas. débattre à Alors, en tout cas, nouveau pardon, de ce sujet, malheureusement, dans les Personne jours et n'y les comprend. semaines qui viennent. Merci à tous d'avoir participé aux Vraies Voix politiques, bien De évidemment. marchandises, oui, mais pas Dans de- un pas de- instant, le Loft Music.
avec évidemment Vincent Cugius et puis bien sûr les infos. À tout de suite.